Merci de nous suivre sur Medi 1. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Talk Afrique. Le psoriasis est une maladie inflammatoire systémique et chronique à médiation immunitaire, affectant principalement la peau, mais aussi d'autres organes. Il est toutefois plus fréquent chez les personnes de peau blanche et très rare chez les personnes à la peau noire. Cette maladie est fréquente aussi bien chez l'homme que chez la femme. 2% de la population mondiale souffre de psoriasis. Quelles sont les causes de cette maladie? Comment se manifeste-t-elle? Existe-t-il un traitement contre le psoriasis au Sénégal et en Afrique? Restez avec nous si vous voulez en savoir plus. Sur ce plateau, nous recevons deux invités. Fatima Tahali, vous êtes professeur titulaire en dermatologie, vénérologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes également membre du comité scientifique et représentante nationale du réseau international pour les maladies inflammatoires et le psoriasis SPIN. Merci d'être là. Merci et bonjour. En face de vous, nous avons professeur Souaibou Ndongo. Vous êtes chef de service de médecine interne, rhumatologie. Vous êtes également enseignant à la faculté de médecine de Dakar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame. Alors, le psoriasis est fréquent aussi bien chez l'homme que chez la femme. Professeur Ly, cette maladie est peu connue en Afrique. Qu'est-ce qui l'explique? Absolument. Cette maladie n'est pas très bien connue en Afrique, peut-être du fait de sa rareté, parce que comparativement aux études qui ont été menées aux États-Unis ou en Europe, la fréquence ici est une fréquence qui varie de 0,3 à 0,77 en Afrique, au sud du Sahara d'une manière générale. Et il n'y a pas de cause réellement identifiée, mais plutôt des facteurs étiologiques. Et parmi ces facteurs, nous avons des facteurs génétiques, bien sûr, ça veut dire la tendance à reproduire la maladie au sein de la famille, ou bien parmi les ascendants ou les descendants, mais également des facteurs environnementaux, des facteurs infectieux. On sait que les poussées de psoriasis peuvent être déclenchées par des infections, que ce soit le streptocoque ou bien par l'infection à VIH, ce qui fait d'ailleurs systématiquement demander la sérologie HIV chez les patients qui présentent un psoriasis. Et parmi les autres facteurs, le stress. Le stress est identifié comme étant un facteur qui peut déclencher ou en tout cas qui peut accompagner les poussées de psoriasis. Il n'y a pas une étiologie identifiée, mais plutôt un ensemble de facteurs qui concourent sur un fond génétique à déterminer la pathologie, le psoriasis. Le psoriasis, justement, se manifeste par des plaques rouges inflammatoires avec des squames, justement, des démangeaisons, entre autres. Alors, cette maladie est chronique, qui évolue par poussée. Professeur Ndongo, qu'entendez-vous des poussées de psoriasis? Alors, vous l'avez dit, c'est une maladie chronique, donc qui évolue tout au long de la vie, avec plusieurs phases, ce qu'on appelle des phases d'accalmie, qui sont en général occasionnées par un bon traitement mis sur pied, une fois que le diagnostic est porté. Mais il peut arriver des moments où il y a un échappement à ce traitement. En ce moment, les symptômes deviennent beaucoup plus apparents et on parle de poussée de la maladie. Et ces poussées peuvent être liées à plusieurs facteurs, notamment des facteurs liés par exemple à une rupture du traitement ou bien à un échappement, comme je viens de le dire, le traitement qui était jusque-là efficace ne l'est plus, ou tout simplement parce qu'il y a un facteur d'aggravation tel qu'une infection ou voilà, un stress supplémentaire. Alors justement, un stress supplémentaire, dans ces cas-là, est-ce qu'il faut proposer un antidépresseur ou non? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la prise en charge de ces affections inflammatoires chroniques est une prise en charge pluridisciplinaire. C'est-à-dire, plusieurs spécialités vont tourner autour de la maladie. Bien entendu, quand on a une maladie chronique qui est incurable, qui nécessite un suivi régulier, un aller-retour régulier chez le médecin avec toutes les dépenses que cela occasionne, ça peut entraîner des troubles au plan psychologique. Et à ce moment, il faudra demander l'avis du psychiatre ou bien du psychologue pour améliorer la prise en charge de cette personne. Mais dans ce cas-là, quand il s'agit d'une femme enceinte, est-ce qu'elle doit arrêter son traitement ou pas? Parce qu'on sait qu'avec cette maladie, on a des douleurs atroces. Professeur Ly. Alors ça, tout dépend des types de traitement. En fonction du traitement prescrit, il y a certaines
pathologies certains traitements tels que les immunosuppresseurs qui doivent être arrêtés chez la femme enceinte. D'ailleurs, qui ne devraient pas être prescrits chez la femme en âge de procréer sans une contraception efficace. Alors donc, si la grossesse malgré tout se déclare, il faut peut-être arrêter les traitements immunosuppresseurs. Par contre, les traitements topiques, en particulier les corticoïdes par voie locale, peuvent être poursuivis et qui peuvent donner un réel bénéfice dans la prise en charge thérapeutique. Et on parle du rhumatisme psoriasique. De quoi s'agit-il exactement, professeur Ndongo? Alors, on va décomposer. Il y a deux termes, le rhumatisme, qui est une atteinte d'une articulation, ou bien d'un os, ou bien d'un muscle, ou d'un tendon, ou des points d'insertion de ces tendons au niveau des os. Chaque fois que l'une de ces structures est atteinte, on parle de rhumatisme. Okay? Le psoriasis, ici, est un adjectif, donc c'est un rhumatisme lié au psoriasis. Et de la même façon que le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique, le rhumatisme psoriasique également en est un du moins. Et c'est un rhumatisme qui fait partie d'un grand groupe, nous, qu'on appelle dans notre terminologie les spondylarthrites. Leur particularité, c'est d'atteindre ce qu'on appelle les articulations axiales, c'est-à-dire la colonne vertébrale particulièrement. Il faut savoir que ce rhumatisme, comme tous les autres rhumatismes inflammatoires chroniques, est incurable, mais évolue très très bien sous un traitement bien codifié. On y reviendra certainement, en particulier un traitement de fond qui permet de freiner l'évolution de la maladie. Et en cas de douleur, bien sûr, ce qui est le cas dans l'évolution, un traitement symptomatique. Donc il y a une différence entre les deux, hein, le rhumatisme. Oui, bien sûr. Voilà. Je suis avec vous, professeur Ly. On a dit tout à l'heure, cette maladie est chronique. Hein, on ne peut guérir de cette maladie. Vous êtes dermatologue. Que proposez-vous aux patients atteints de cette maladie, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de traitement curatif radical? Alors tout à l'heure, le professeur Ndongo l'a dit un peu, l'approche est pluridisciplinaire. Hein. Un patient qui souffre de psoriasis, surtout s'il a un rhumatisme psoriasique associé, c'est un patient qui doit être suivi entre le dermatologue et le rhumatologue. Sans compter qu'il y a d'autres pathologies qui peuvent s'y associer, telles que le syndrome métabolique, qui regroupe un diabète, une obésité, un surpoids, une hypertension. Donc la prise en charge est pluridisciplinaire. Ça, c'est le postulat de base. Concernant les traitements spécifiquement dermatologiques, nous avons des traitements symptomatiques, c'est-à-dire des traitements qui visent à éliminer ces plaques rouges dont vous avez parlé tout à l'heure et qui siègent un peu sur des zones d'élection, le cuir chevelu, les coudes, les genoux, etc. Et pour ces localisations, un traitement à base de corticothérapie peut être utilisé, la corticothérapie locale, mais également des dérivés de la vitamine D, tels que le calcipotriol. Et parfois, on a l'association et des corticoïdes et des calcipotriols en dehors de ces traitements symptomatiques dont la forme varie. Par exemple, sur le cuir chevelu, ce sera une lotion, sur la peau, ce sera des crèmes ou des pommades. On peut y adjoindre, selon la sévérité, un traitement par voie orale, à base essentiellement de méthotrexate. Pourquoi je cite le méthotrexate? Parce que c'est l'un des traitements qui a le rapport coût-efficacité le plus intéressant dans la prise en charge du psoriasis. Et donc ce méthotrexate va être utilisé par voie orale préférentiellement, mais parfois même par voie injectable, des injections sous-cutanées. En dehors du méthotrexate, d'autres molécules qui ne sont malheureusement pas trop disponibles chez nous, telles que des biothérapies, peuvent être utilisées dans les cas rebelles. Mais c'est vraiment une escalade thérapeutique. On commence par un traitement local. S'il ne réussit pas, on va y adjoindre le méthotrexate, d'autant plus que le rhumatisme psoriasique est associé. Et il faut préciser peut-être que le rhumatisme psoriasique peut précéder l'apparition des plaques, peut être concomitant ou bien peut suivre l'apparition des plaques. Donc, dans tous les cas, il faut savoir dépister ce rhumatisme et en collégialité avec les rhumatologues, faire un traitement approprié. Et cette maladie est chronique. Le traitement, est-ce que, j'imagine que ce n'est pas à la portée de tous, ça doit être cher, hein? Alors justement, quand j'ai cité tout à l'heure le méthotrexate, c'est l'une des molécules les plus accessibles. Pourquoi? Parce qu'avec notre système pour le Sénégal de santé, c'est un médicament qui est disponible dans les hôpitaux et à un coût moindre. Ce qui n'est pas le cas toujours des topiques qu'on utilise, en particulier le calcipotriol, qui est commercialisé dans les officines et qui peut être très coûteux. Et donc, parfois, la rupture thérapeutique peut être un frein
à une prise en charge optimale de ces patients. Vous proposez des produits pharmaceutiques. Est-ce qu'il y a également des traitements naturels à base de plantes? Qu'en est-il exactement? Oui, il faut savoir que les patients d'eux-mêmes peuvent être amenés à utiliser des traitements alternatifs à base de plantes traditionnelles. Si en Afrique, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas eu d'études formelles concernant l'efficacité de ces traitements, par contre, sous d'autres cieux, tels que la Chine, on peut retrouver des traitements à base de plantes qui ont prouvé leur efficacité. Mais pour ma connaissance, en Afrique, on n'a pas encore eu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plantes efficaces, ça veut dire tout simplement que la recherche n'a pas encore mis en évidence de telles molécules pour la prise en charge du psoriasis. Docteur Ndongo, professeur Ndongo, y a-t-il possibilité de subventionner justement les pommades? Parce qu'on sait que ces patients utilisent des pommades et c'est un peu cher. Y a-t-il possibilité de les subventionner? Oui, je parlerai de subventionner le traitement de façon générale. Parce qu'il faut prendre en charge certes les plaques par rapport aux lésions de psoriasis, mais aussi il faut prendre en charge les manifestations systémiques, parmi lesquelles bien sûr l'atteinte articulaire. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a un traitement de fond qui s'appuie sur ce que nous appelons des médicaments conventionnels, qui coûtent beaucoup moins cher. Le professeur Ly a évoqué tout à l'heure l'intérêt du méthotrexate dans le traitement du rhumatisme psoriasique et du psoriasis tout simplement. Donc, le méthotrexate étant une molécule conventionnelle. Donc, il faut accompagner, bien sûr, cet effort de traitement. Et ces molécules, Dieu merci, sont disponibles, notamment en Afrique. Ce qui fait défaut au jour d'aujourd'hui dans la prise en charge de ces affections, c'est en particulier les médicaments, notamment les médicaments biologiques, c'est-à-dire les biomédicaments. Moi, je cherche le terme le plus approprié pour faire mieux comprendre aux téléspectateurs. Oui, mais sachant que c'est de nouvelles molécules qui sont beaucoup plus efficaces, mais qui malheureusement coûtent excessivement cher, ce qui fait que souvent devant l'indication, on a du mal à proposer ce type de traitement aux patients. Donc je pense qu'il y a un effort à faire pour nous, praticiens, par rapport à l'utilisation optimale des médicaments conventionnels, mais aussi au niveau des autorités pour la disponibilité des médicaments biologiques qui sont beaucoup plus efficaces et qui ne sont pas forcément indiqués chez tous les patients, mais chez les patients qui ont des formes qui sont plus sévères. Maintenant, à côté, il y a, comme je l'ai dit tantôt, le traitement symptomatique. Quelqu'un qui a mal, il faut lui donner des antalgiques. D'autant plus que les traitements de fond que nous mettons sur pied sont des traitements qui ne sont pas d'emblée efficaces. En général, quand vous mettez en route, par exemple, le méthotrexate, il faut compter 4 à 6 semaines, voire 8, pour commencer à voir l'efficacité de ce traitement. D'accord. Professeur Ndongo, je crois que c'est le professeur Ly qui l'a dit tout à l'heure. On va revenir sur la prise en charge. Vous êtes rhumatologue à l'hôpital d'Al Diam. Je rappelle également que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux maladies systémiques. Comment se passe la prise en charge au sein de votre établissement ? Alors, c'est à peu près pareil comme dans tous les établissements de son niveau. Nous recevons régulièrement des patients dans ce domaine, puisque c'est notre domaine de prédilection. Et comme nous l'avons souligné tout à l'heure, c'est des pathologies chroniques. Il faut organiser ce suivi, puisqu'il y a beaucoup d'éléments autour, notamment il faut arriver à persuader les patients de l'intérêt de ce suivi chronique. Parce que l'un des principaux problèmes que nous avons aussi dans le suivi des maladies chroniques, c'est les perdus de vue. Des patients qui ne viennent plus, non pas parce qu'ils négligent leur pathologie, mais parce qu'il y a tout un ensemble d'éléments qui vont avec notamment ce suivi-là, en particulier au plan médico-économique. Quand vous devez être suivi pendant plusieurs années, acheter des médicaments, faire des examens de contrôle qui coûtent excessivement cher, sans oublier le transport, sans oublier le temps. Tout ça fait que nous sommes obligés, dans le cadre de la prise en charge de ces patients, de les accompagner
Et nous avons essayé également de mettre en place, le professeur Ly le sait, le volet éducation thérapeutique qui nous est très cher, oui, qui nous permet davantage de partager avec les patients tous les éléments nécessaires pour une meilleure compréhension de leur pathologie. Et ceci va également, bien sûr, améliorer leur suivi tout court. Et donc, pour revenir aux chiffres, nous en recevons régulièrement. Si je prends par exemple tout ce qui est affection rhumatologique systémique, peut-être qu'on est à une centaine de cas par semaine, toutes consultations confondues, d'anciens comme de nouveaux patients. Récemment, on a fait soutenir d'ailleurs une très grosse cohorte de patients monocentrique avec plus de 1000 observations, plus exactement 1006 observations consacrées aux maladies systémiques, dont le rhumatisme psoriasique, qui montre un peu que voilà, ça reste quand même un grand centre de suivi. C'est vrai qu'on parle de prise en charge, mais également un traitement préventif. On sait que cette maladie a un impact négatif, esthétique, pas seulement esthétique, hein, mais également a des conséquences sur toute la santé. À quel moment faut-il se faire consulter pour éviter que la maladie s'aggrave, professeur? Alors, dès les premiers symptômes, il faut vraiment encourager les patients à consulter. Quand on a une plaque qui, même si elle n'est pas prurigineuse, a fortiori si elle gratte, qui se localise, comme on avait dit, au niveau des coudes, au niveau des genoux, au niveau de la région lombaire, c'est-à-dire le dos, ou sur le cuir chevelu, il faut penser au psoriasis et consulter précocement. Pourquoi? Ce que vous dites est d'autant plus vrai que sur peau noire, on a une tendance à avoir des troubles qu'on appelle dyschromiques, c'est-à-dire des variations de la pigmentation. La lésion peut être beaucoup plus noire que la peau normale ou bien beaucoup plus claire. Et ces lésions gênent énormément le patient. Parfois même plus que la douleur. C'est le retentissement dont vous parliez tout à l'heure. Sur le plan esthétique, la patiente est gênée et il y a des interprétations par rapport à cette maladie. Il y a le stress qui concourt à vraiment un mal-être chez ce patient et qui altère vraiment la qualité de vie chez les patients qui souffrent de psoriasis. Surtout s'ils ont en plus un rhumatisme psoriasique. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est rare que les affections soient isolées. On a dans 45% des cas une association à ce qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est-à-dire l'obésité, le diabète, l'hypertension. Et tout ceci va aggraver le pronostic de la maladie, d'où l'intérêt de consulter précocement pour un dépistage de ces maladies et une prise en charge appropriée. Et la maladie se manifeste souvent au niveau des zones sujettes aux affrontements, par exemple les genoux, le cuir chevelu, vous avez parlé de ça. Justement, il y a certaines femmes qui fixent leur perruque et qui optent pour une colle. Elles sont un peu exposées. Est-ce que vous pourrez un peu donner des conseils à ces femmes qui pratiquent cela? Absolument. Ce que vous avez défini, ça s'appelle un peu le phénomène de Koebner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la survenue des lésions, des plaques de psoriasis sur des zones traumatisées. Quand vous fixez votre perruque, vous traumatisez le cuir chevelu. Et sur cette partie traumatisée, il y a tendance à faire apparaître de nouvelles lésions. Et en fait, le phénomène de Koebner, c'est tout traumatisme qu'il faut éviter. Donc, dans l'éducation thérapeutique, dans les conseils aux patients, évitez de frotter les lésions. Parce que plus vous frottez, plus vous aggravez et vous risquez d'avoir une pigmentation, c'est-à-dire la peau qui est plus noire que la peau environnante. Et donc, c'est des petits conseils comme ça, surtout que dans nos contrées, les patients ou les patientes ont tendance à frotter la peau avec les gants enfilés. Et c'est ce qui aggrave parfois les lésions et surtout le pronostic sur le plan esthétique. Et d'accord. Et peut-être que vous pouvez réagir par rapport à ça, c'est ces femmes qui optent pour une colle? Tout à fait. Enfin, de façon plus globale, je pense que tout stress chez l'individu, qu'il soit psychique ou bien physique, va entraîner des conséquences. Même dans le cadre de la polyarthrite, nous voyons souvent des patients qui débutent leur polyarthrite après un traumatisme au niveau d'une articulation. De la même façon qu'une perruque va entraîner un stress physique, c'est exactement le même exemple. Donc je pense que ce qu'il faut apprendre aux gens et ce que nous essayons de véhiculer comme message lors de ces sessions d'éducation thérapeutique, c'est qu'un stress n'est jamais anodin, qu'il soit psychique ou physique. Et concernant le diagnostic, la vie du rhumatologue est très important quand il s'agit justement de se faire traiter.
Oui, parce que ça reste une affection, comme j'ai dit tout à l'heure, multidisciplinaire. Quand vous suspectez, c'est pas parce que vous avez un psoriasis que tout de suite vos douleurs articulaires sont liées à un rhumatisme psoriasique. Non. On a vu d'authentiques patients suivis pour un psoriasis au plan cutané et qui ont un autre type de rhumatisme. Donc c'est important de pouvoir faire le lien. D'autant qu'on a également des tableaux de rhumatisme psoriasique sans lésion de psoriasis au niveau cutané. Et ça rejoint un peu les procédés diagnostiques qui sont utilisés au cours de ces maladies systémiques. Je rappelle qu'une maladie systémique, c'est une affection diffuse qui va atteindre au minimum 3 appareils ou systèmes d'organes. Okay? C'est dans le cadre du diagnostic, encore une fois, pour revenir sur ce que je disais, il y a ce qu'on appelle l'élaboration de critères. Et ces critères sont faits par des experts qui se réunissent et qui disent que nous pensons que si vous avez tel signe en rapport avec le rhumatisme psoriasique, on peut considérer que le diagnostic est bien assis. Et le psoriasis, j'allais dire, le rhumatisme, psoriasique intervient juste après le psoriasis. C'est bien cela? Non. C'est plutôt le contraire. Non, pas du tout. Elle vient de le dire tout à l'heure. Vous pouvez avoir un rhumatisme psoriasique sans lésion de psoriasis au niveau cutané. Vous pouvez avoir une évolution concomitante, c'est-à-dire de la même façon que le patient va présenter ses symptômes articulaires. Si vous l'examinez, vous allez trouver des plaques de psoriasis. Comme également, vous pouvez avoir un patient qui est suivi en dermatologie pour des lésions de psoriasis au niveau cutané et qui, au cours de l'évolution, va présenter des signes, des manifestations articulaires qui vont permettre de lier les deux. Et vous rassurez, comme vous nous rassurez, que cette maladie ou ces maladies ne sont pas contagieuses, c'est bien cela? Non, pas du tout, pas du tout. Mais il y a des facteurs génétiques et environnementaux. Le professeur Lee l'a dit. Chaque fois qu'on parle de facteurs génétiques, il y a forcément ce qu'on appelle une agrégation familiale. C'est-à-dire, si votre parent l'a, vous avez plus de risques de l'avoir. Ça ne fait pas de vous obligatoirement un futur patient, mais ça fait de vous, en tout cas en termes de pourcentage, quelqu'un qui risque plus par rapport à une autre personne qui ne l'a pas dans sa famille. Professeur Lee, cette maladie, je le disais tout à l'heure, qu'elle est peu connue, que ce soit au Sénégal ou dans le monde. Justement, parlons du monde. Le monde a célébré le 29 octobre dernier la journée internationale du psoriasis. Justement, est-ce qu'il y a eu des activités au Sénégal? Alors, pour célébrer, sensibiliser les populations contre cette maladie. Oui, il faut préciser qu'il y a déjà une association qui regroupe les patients psoriasiques. Ça leur permet des fois de ne pas se sentir tout seuls, puisque cette maladie n'est pas bien connue. Et donc, cette association de patients vivant avec le psoriasis célèbre la journée internationale du psoriasis par des manifestations qui sont prévues au niveau notamment par une sortie au niveau du lac Rose. Et justement, on a parlé des thérapeutiques alternatives et on pense que c'est une piste à explorer et c'est ce qui justifie le choix de ce site pour les patients pour célébrer à leur manière la journée mondiale du psoriasis. Et est-ce qu'à votre niveau, au sein de votre établissement, il y a eu quand même des activités aussi? Non, pas forcément, parce que j'avoue que par rapport à la fréquence de cette pathologie et le poids de pas mal d'autres affections, ce serait quand même difficile de vouloir lui accorder encore une manifestation à part. D'accord. Mais nous faisons partie, bien sûr, de ce groupe sénégalais de recherche sur le psoriasis. Et de concert avec tous les collègues, en particulier la dermatologie, avec le professeur Lee qui est très actif dans cette association, qui est même la responsable au niveau national. Nous avons des actions communes et qui font intervenir beaucoup d'autres spécialités. Et au niveau africain, je veux dire, que ce soit au Sénégal ou bien en Afrique, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour sensibiliser les populations, parce que justement on ne connaît pas assez cette maladie? Déjà, ce que nous sommes en train de faire. Je pense qu'il faut vulgariser davantage la maladie, demander aux populations de se faire consulter devant n'importe quel symptôme. Il n'y a pas d'affection banale.
On ne doit pas minimiser un symptôme, quel qu'il soit. Il faut absolument aller voir un praticien averti qui vous permettra quand même de mettre le doigt, en tout cas, sur l'origine de ce symptôme. Je pense que si on fait comme ça, normalement, les choses devront rentrer dans l'ordre. Maintenant, après, c'est une question de traitement. Le traitement, on l'a dit tout à l'heure, il y en a qui sont disponibles, d'autres qui ne le sont pas encore. Nos sociétés savantes de concert avec, bien sûr, nos collègues à l'étranger, avec l'aide de nos autorités, travaillons régulièrement à la disponibilité de ces produits. Dernier point avec vous, professeur Ly, pour des personnes qui se font traiter grâce aux traitements, justement, je veux dire, des traitements naturels à base de plantes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Est-ce qu'il faut aller d'abord à l'hôpital ou pas? Alors, il faut toujours aller à l'hôpital. Comme je vous l'ai dit tantôt, nous n'avons pas encore fait la preuve de l'efficacité de certaines plantes. Par contre, ce que nous avons remarqué, les patients qui ont une psoriasis et qui utilisent des plantes traditionnelles ont tendance à généraliser et à aggraver leur maladie. Alors, c'est 80% des patients qui viennent avec une dermatose généralisée pour traiter une psoriasis. Quand on interroge, il y a une prise de plantes traditionnelles. Donc, c'est la prudence, c'est à la prudence que j'appelle plutôt qu'à l'incitation. Et par contre, rien n'empêche ici, au niveau de nos structures universitaires, en particulier le département de pharmacie, de chimie thérapeutique, d'étudier ces plantes et de voir quelles solutions alternatives nous pouvons proposer à nos patients qui souffrent de psoriasis et qui n'ont pas accès toujours à des médicaments coûteux. C'est dans la recherche, moi je me place plutôt dans la perspective de recherche pour des plantes dont l'innocuité est prouvée et l'efficacité est prouvée pour prendre en charge des patients qui souffrent de psoriasis. Merci beaucoup Fatima Tali. C'est la fin de cette émission. Fatima Tali, vous êtes professeure titulaire en dermatologie vénérologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes membre du comité scientifique et représentante nationale du réseau international pour les maladies inflammatoires et le psoriasis. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Merci également professeur Souaibou Ndongo. Vous êtes chef de service de médecine interne rhumatologie. Vous êtes également enseignant à la faculté de médecine de Dakar. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt sur Média et prenez soin de vous.